vais baisser la sonnerie pour qu'on n'entende pas si ça sonne. Donc, je suis chez Sylvie Chermé-Carrois, qui ne fréquente pas beaucoup les milieux astrologiques, mais qui en revanche est très présente au niveau des publications. Là, on va commencer comme ça par situer la personne. Donc, voyez-vous, donc, un manuel pratique d'astrologie chez Guy Trédaniel. L'astrologie karmique chez le même éditeur. Voilà. Et puis, encore également chez Trédaniel, la graphologie. Caractère, personnalité, comportement. Donc il y a vraiment un personnage qui s'est beaucoup exprimé à travers les publications, qui a une présence éditoriale assez forte. Là, c'est l'édition Sand, Comprenez vos enfants par ses dessins. Donc ça, c'est un autre aspect de votre... C'est une autre spécialité, quelque part. C'est ça. Là, on retombe dans... Donc ça, c'est s'est fait connaître déjà assez rapidement par l'astrographologie, puis les éditions universitaires, et puis là, c'est repris chez Granger, sous une autre forme, l'ABC de l'astrologie, l'astrographologie. Celui-là, il est malheureusement épuisé. Et puis, la signature ou l'intimité dévoilée, Trédaniel encore. Donc là, c'est un mi-chemin entre l'écriture et disons, effectivement, ce qu'elle appelle les gribouillis, ce que révèlent vos gribouillis. Donc on déborde quand même largement du plan de la seule astrologie. Alors votre premier livre, il date de 1980 par là Le premier date de 82 ou 83. C'était l'astrographie, ce rapport entre les lettres, les formes d'écriture et le thème. Et ça, c'était déjà bien entendu l'expression d'un couplage que vous avez développé depuis longtemps, auparavant. Oui, d'une recherche, parce que, ayant deux métiers en quelque sorte, l'astrologie et la graphologie, j'ai toujours utilisé les deux pour voir comment une personne vit son thème, où elle en est par rapport à son thème, quels que soient les transits planétaires qu'elle traverse. Et dans l'astrographologie, j'ai associé une autre démarche qui était la symbolique des lettres, en partant du hiéroglyphe égyptien, de la lettre hébraïque et de la lettre latine. C'est une méthode de graphologie qui avait été inventée par Marguerite de Surani. Voilà. Et je l'ai associée au thème en essayant de trouver les corrélations entre la symbolique qui est liée au microcosme et au macrocosme dans les hiéroglyphes égyptiens, en passant par la lettre latine, et le thème qui, bien sûr, répond aussi à ce questionnement sur que vit l'être humain dans son présent, dans son immédiateté, et le cosmos. Oui, donc là, vous faites allusion à l'ISAG. Non, je fais allusion à rien, c'est quelque chose que j'ai créé. Oui, d'accord, enfin, ce n'était pas la graphologie classique, si vous voulez, c'est pas la graphologie de la société de graphologie. Non, c'est une forme de graphologie qui est basée sur une recherche qui a une dimension philosophique et ésotérique. Et cette graphologie, donc effectivement, vous parlez de Marguerite de Surani, donc Marguerite de Surani avait elle-même, effectivement, enfin, autour d'elle, sa sœur aussi, je ne sais pas, il y avait un groupe de gens qui travaillaient dans ce mariage, mais vous avez innové au niveau de la graphologie. Disons que pour moi, je pense que cette méthode est très intéressante, mais qu'elle mérite aussi d'être associée à d'autres élargissements, notamment au niveau de la psychologie, de la psychanalyse et d'autres aspects. Et actuellement, votre pratique professionnelle combine les deux, ou bien vous êtes plutôt dans l'astrologie? Bien, il y a des personnes qui ne me consultent que pour l'astrologie, d'autres qui me consultent parce que ma particularité est de pouvoir utiliser les deux conjointement, et puis des personnes qui n'ont pas forcément une approche astrologique et qui ne viennent que pour la graphologie, ce que je respecte absolument, bien sûr. Pour votre graphologie, en fait. Voilà.
Oui, effectivement, c'est intéressant. Je n'avais pas tout à fait réalisé votre intérêt pour les hiéroglyphes égyptiens. Parce que justement, je vous parlais tout à l'heure d'un de mes amis, Liami, qui lui justement est passionné par les alphabets anciens. Ah bon? C'est dommage de faire venir. Mais alors, effectivement, est-ce que les fondements de ces deux disciplines, apparemment, on a l'impression que ce sont des disciplines qui ont des origines et des fondements totalement différents. Je crois que vous évoquez les fondements de l'astrologie. Et de la graphologie, oui, c'est tout à fait différent comme justification. Dans un cas, c'est quelque chose qui vient directement de la personne, elle écrit, c'est un geste qu'elle fait à un moment donné. Oui, c'est ça, c'est sa production. Oui, alors que l'astrologie, c'est quelque chose, on a l'impression que c'est quelque chose qui vient mettre son empreinte sur la personne. Et on peut toujours se poser la question de savoir, c'est plus facile de croire en la graphologie qu'en l'astrologie, dans la mesure où on voit bien que l'écriture sort de la personne, alors qu'en astrologie, c'est plus compliqué. Oui, d'autant plus qu'une étude graphologique a ce côté quand même assez technique, qui est une approche très minutieuse d'observation. Et par ailleurs, quand une personne évolue, son écriture évolue. Lorsqu'elle traverse des étapes qui sont de véritables métamorphoses dans sa vie, eh bien, on va observer dans son écriture les prises de conscience qu'elle est en train de faire ou qu'elle a du mal à effectuer, et toute cette métamorphose en fait qu'elle est en train d'opérer. Donc, si vous voulez, l'intérêt de faire les deux, c'est que la graphologie actualise vraiment le thème. Le thème, on l'a pour toute la vie, et je pense qu'on a aussi différentes façons, différentes possibilités de vivre son thème. Donc, pourriez-vous nous dire, par exemple, quelle modification apporte l'arrivée d'un transit, d'une configuration sur une écriture? On peut percevoir des changements. C'est pas forcément le transit qui va opérer le changement dans l'écriture. C'est la prise de conscience de la personne ou sa difficulté à peut-être à assumer cette transformation, ou ce qu'elle ressent quand elle est dans une phase d'angoisse et qu'elle a du mal à se situer. L'écriture va le révéler et va révéler à quel niveau ça se situe et ce qu'elle pourrait mettre en œuvre aussi pour assumer le mieux possible ce changement, sachant que le thème va donner aussi toutes ces grandes ouvertures, le fil conducteur aussi de ce qu'elle peut développer au fil de sa vie. Donc on voit les talents dans un thème, et dans l'écriture on peut voir si la personne en est consciente, si elle les développe ou si elle n'ose pas les développer. Ah oui, donc vous voulez dire que on peut ne pas intégrer une configuration, on peut ne pas profiter d'une composition astrale. C'est ça, ça arrive que des personnes, en fait, par la voie qu'elles ont prise à un moment donné, n'aient pas l'audace ou même l'idée qu'elles aient en elles les qualités auxquelles elles aspirent. Et le fait de le voir dans le thème et de voir que dans l'écriture, ce n'est pas encore né, on peut effectivement aider la personne à avoir plus confiance, connaître déjà ce qu'elle a en elle et le mettre en œuvre. Par exemple, j'ai déjà vu dans des thèmes de jumeaux comme un partage du thème. J'ai déjà vu à partir du thème de deux jumeaux astrologiques, donc des personnes nées sous le même toit, parce qu'on peut avoir le même thème que quelqu'un qui nous est étranger, qui n'est pas de la famille. Bon. De voir une sorte de partage du thème, comme si un des deux s'était emparé de tel aspect, de telle position. C'est ça, et l'autre, en fait, développe l'autre partie du thème. Ce qui prouve bien qu'effectivement, on ne dit pas forcément son thème à 100% et qu'on fait des choix, la vie nous amène à mieux exploiter une partie du thème que l'autre. Donc l'astrologue serait là pour nous inviter à explorer davantage nos potentialités. Oui, et souvent de faire le point sur le chemin parcouru et vers quoi on a envie de poursuivre son chemin de vie, pourrait-on dire.
Donc si je comprends bien, enfin en filigrane, j'ai l'impression que vous faites partie des... Bon, bien que les transits jouent un rôle non négligeable, je pense que malgré tout, le thème, c'est quand même la base de votre travail. Ah, c'est la base, bien sûr. Et il faut réveiller, il faut éveiller tout ce qui est potentiel dans le thème. Encore que peut-être il y a des choses dans le thème qu'il ne vaut peut-être pas trop réveiller. Il y a l'idée d'éveiller, mais il y a surtout l'idée d'aller vers un épanouissement. Et quand quelqu'un consulte, il est en quête de cet épanouissement. Et le thème donne des clés pour cela. Il montre toujours une ouverture, et quel que soit ce que l'on traverse, quelle que soit la gravité même de la situation que l'on connaît à un moment donné, je trouve qu'il y a toujours une solution. Absolument. Et donc vous aidez la personne à trouver ses solutions, à trouver la formule qui permette de mieux vivre ce qu'elle a en elle-même. Et alors finalement, quand même, les prévisions, ça, enfin, il y a quand même des... Bon, vous dites qu'effectivement le thème évolue avec la personne, mais vous avez l'impression, pour vous, l'évolution, c'est plutôt une évolution de la conscience qui peut être provoquée par l'astrologue. C'est-à-dire que ce serait l'astrologue qui, en quelque sorte, en partie, en tout cas, ou des événements un peu aléatoires, l'astrologue serait un élément déterminant de l'évolution de la personne. Plus que l'astrologie. Enfin, c'est pas forcément les astres qui agiraient directement et nécessairement sur la personne. C'est par le truchement, à la limite, ce serait par le truchement de l'astrologue. Si on poussait jusqu'à l'extrême. Je suis très prudente dans la mission que peut avoir un astrologue, et je pense qu'il ne faut pas être trop directif, qu'il y a toujours un immense respect à avoir sur qui est la personne à un moment donné, qu'est-ce qu'elle est capable de mettre en œuvre, que désire-t-elle, quelles sont ses aspirations profondes. Et bien entendu, les cycles qui sont indiqués dans un thème sont là, dans tous les cas, donc c'est quelque chose qu'on aura à vivre. Et on pourra vivre à des niveaux différents, selon ce qu'on a déjà traversé et selon le libre arbitre qu'on a déjà mis en œuvre. Je pense qu'il y a des choses qui sont indiquées, qui sont incontournables au niveau des étapes de la vie, mais la façon de les vivre et ce que l'on va en tirer aussi comme richesse d'expérience dépend de la personne. De la personne et des gens qui éventuellement la conseillent. Pas qui la conseillent, mais qui ne peuvent pas aller faire la chose à sa place, effectivement. Qui l'invite à... Oui, mais quand vous évoquez conseil, moi j'entends que vous y attribuez un très bon pouvoir, et je pense que d'une certaine manière, l'astrologue, dans l'idéal, se doit de mettre en lumière ce qui est là. Après, la direction, vous savez, souvent une personne pressent ce qu'elle devrait faire, et puis au moment de passer à l'acte, c'est trop difficile, ou finalement elle renonce. Donc tout cela est totalement à respecter, et dans la pratique astrologique, je pense qu'il est important que l'astrologue ne plaque pas sur l'autre, ne projette pas sur l'autre, ni ses idées personnelles, ni sa façon de voir les choses, mais c'est toujours en fonction de ce qu'est la personne. Donc c'est aller chercher ce qui est le plus en harmonie avec elle et qu'elle est capable de mettre en œuvre et qui lui convient. Mais enfin, pour revenir un peu au fondement de l'astrologie, qu'est-ce qui fait, enfin c'est une question qui paraît être un peu bateau, mais incontournable, qu'est-ce qui fait qu'on a un thème? Est-ce que c'est parce que c'est l'expression de vie antérieure, d'un parcours dans d'autres sphères, ou est-ce que c'est tout simplement les empreintes qu'on a à la naissance? Enfin, je veux dire, quel est le discours que vous tenez autour de cette importance du thème natal? C'est un bagage avec lequel on est, mais d'où il sort ce bagage? C'est nous-mêmes qui l'avons construit, qui l'avons mérité, auquel il nous est imparti. Est-ce que, je pose une question tout à fait neutre, mais est-ce qu'il y a une dimension karmique dans votre démarche, selon l'importance que vous accordez au thème natal? À quelle philosophie renvoie-t-elle? Bon, j'ai aussi cette approche qui est une approche karmique, qui met... D'ailleurs, il y a un nouveau livre qui emploie le mot. Qui non seulement emploie le mot, mais effectivement développe une méthode pour comprendre toute cette transformation et ce passage de l'âme. Mais dans une consultation, je n'impose jamais cette dimension-là, c'est-à-dire
j'ai des personnes qui ne viennent que pour cette approche, auquel cas c'est une approche à part entière. Mais quelqu'un qui vient pour une orientation professionnelle ou parce qu'il veut comprendre dans quel tourment il est et comment assumer le mieux cette situation, ce n'est pas une approche que je vais développer s'il n'y a pas la demande. Voilà. Donc pour moi, c'est tout à fait différent. Mais pour répondre à votre question, je pense effectivement qu'un thème est une empreinte, effectivement, comme quelque chose dans lequel on peut puiser, qui va aussi orienter certaines ambiances de l'existence. Et pourquoi cela existe, pourquoi l'astrologie existe, pourquoi ça fonctionne. Aucun astrologue n'a encore répondu à cela. Je ne crois pas que ce soit une planète qui influence. Je pense que c'est certainement plus subtil, plus complexe. Et pour ma part, j'ai l'humilité de ne pas vouloir répondre obligatoirement à ça. Oui, c'est plus prudent, effectivement. Mais bon, c'est vrai que il y a quand même des choses à dire sur ce sujet, même si on n'est pas tous d'accord là-dessus. Est-ce que, parce que finalement le thème, c'est quand même, il devient de plus en plus complexe, le thème astral. Il y a un grand nombre de facteurs, vous en rajoutez, je ne sais pas, vous avez probablement, je ne connais pas très bien votre travail, si je veux la connaître, mais je suppose que vous avez intégré Uranus, Neptune, Pluton et d'autres faits encore. Et donc, on a les potentiels. Donc, le thème devient plus complexe, plus chargé, et on peut se poser la question de savoir jusqu'où aller dans cet enrichissement. Cette inflation sémantique, cette inflation de facteurs planétaires. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez qu'il faut élaguer? Enfin, à la fois, on a l'impression que ça se développe, il y a une espèce d'augmentation de facteurs. D'abord, premièrement, est-ce que, je vous pose une première question, donc, vous pensez qu'il est légitime de rajouter des planètes qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité, ou qu'on n'a pas connues avant le 19e siècle, en quelque sorte? C'est important, c'est un progrès pour l'astrologie, cette arrivée de nouveaux facteurs. Si vous évoquez les planètes lourdes, je pense qu'elles ont quand même une signification intéressante. Et il n'est pas exclu qu'on les ait découvertes à un moment donné où leur signification pouvait aussi répondre à des transformations de société. C'est une hypothèse. Oui, mais ça nous renvoie à un autre problème. Je ne veux pas compliquer trop la discussion, mais ça renvoie aux conditions qui ont fait que l'humanité soit réceptive, ou soit en rapport avec les astres. Je veux dire, c'est une très vieille affaire. Oui, l'astrologie est une très vieille affaire, et en même temps, donc c'est une très vieille affaire, donc c'est son ancienneté même qui lui donne une certaine légitimité. L'homme, c'est un rapport aux astres qui s'est constitué, qui s'est perpétué, et en même temps, le fait d'intégrer de nouvelles planètes, c'est un petit peu... ça va partir à une autre logique, si vous voulez. Oui, c'est-à-dire vous pensez que ce n'est pas forcément indispensable d'utiliser les trois planètes Uranus, Neptune et Pluton, par exemple? Alors, je ne dis pas que... Bon, il faut distinguer deux problèmes différents, parce qu'effectivement, un praticien va vous dire, de toute façon, ça existe, donc bon, mais enfin, je veux dire, moi, je préfère travailler au niveau des principes. C'est vrai qu'au niveau des fondements de l'astrologie, parce que moi, je m'adresse beaucoup à l'idée comment l'astrologie se présente au monde, moi, je distingue les guerriers de l'astrologie et les marchands d'astrologie. C'est-à-dire que les guerriers, ils sont préoccupés par l'image que l'astrologie donne d'elle-même, au niveau scientifique, religieux, etc. Et comment elle est perçue. Bon, ceux qui la pratiquent, ils cherchent surtout à comment elle peut être utile, comment ça peut fonctionner. Ils ne fonctionnent pas tout à fait dans la même stratégie. Bien que ça va probablement pouvoir se converger, mais pas forcément. Donc effectivement, c'est vrai que quelqu'un qui dirait oui, l'astrologie est une très vieille dame, et effectivement, depuis des millénaires, les hommes ont repéré un certain nombre de signes
et ils s'y sont conformés ou les ont intégrés, ce qui renvoie un petit peu parfois éventuellement à Jung ou à la conscience collective, je ne sais pas. C'est pas tout à fait le même positionnement que de dire mais non, l'astrologie c'est quelque chose qui évolue, qui progresse, qui tient compte des nouvelles planètes, même si on ne les connaissait pas, même si elles étaient invisibles, elles étaient quand même là, etc. Moi j'ai l'impression, si vous voyez, moi j'essaie de... Ce sont des discours qui sont... c'est pas le même discours, si vous voulez. Je comprends. L'astrologie contemporaine, depuis 200 ans, a changé de discours. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait son problème aussi. C'est-à-dire qu'elle est passée d'une très vieille science, un peu cristallisée, un petit peu installée depuis des millénaires, à une science qui est en formation, avec des astres qui, en tout état de cause, même s'ils agissent, n'étaient pas connus, donc n'étaient pas intégrés dans la culture, dans la conscience, puisque pas une conscience, c'est un peu déstabilisant pour la... Disons, pour dire les choses comme elles sont, il y a des gens qui pensent que qu'on défend mieux l'astrologie en mettant l'accent sur son évolution, et d'autres disent qu'on défend mieux l'astrologie en montrant à quel point elle est établie depuis des siècles de façon immuable et que l'homme, pas forcément... Alors là, ça pose un problème, c'est que dans un cas, c'est l'homme qui a pu éventuellement intégrer les as dans sa conscience et dans son mode de fonctionnement, et dans l'autre cas, c'est quelque chose qui se fait à son insu, c'est-à-dire qui se fait là, il y a des astres qui agissent sur nous, on ne le savait pas, il y a 3000 ans, on ne connaissait pas ces planètes, mais elles étaient bien là, et donc par conséquent, l'astrologie se serait constituée pendant si longtemps dans une certaine méconnaissance de ces planètes. Donc c'est pas facile à défendre comme position. Alors un autre point que vous avez développé, qui est intéressant à commenter, c'est le fait qu'on découvre des planètes à certains moments, que l'humanité a découvert certaines planètes à certains moments, et là aussi on est assez... c'est différent d'une position qui veut que l'astrologie soit sur de cyclicité perpétuelle, un mouvement perpétuel, récurrent, qu'elle ne parle pas spécialement de l'histoire de l'humanité dans ce qu'elle pourrait avoir de linéaire ou de radicalement nouveau, mais qu'elle nous rappelle toujours que les choses reviennent et recommencent. Oui, bon, je pense que si on multiplie à n'en plus finir effectivement les points d'analyse par des découvertes vraiment nombreuses, quelque part, vous avez raison, je pense que le thème devient tellement chargé qu'on pourrait peut-être s'éloigner de l'essence même de sa signification. Cependant, c'est vrai que par la pratique, si on regarde des transits sur un thème individuel d'Uranus ou de Pluton, c'est bien rare qu'il ne se passe rien quand vous avez un passage planétaire comme ça. Alors c'est peut-être prendre les choses à l'inverse en partant de la pratique. Voilà, c'est ça. Alors que pour vous, c'est important de le voir aussi sous l'angle du théoricien. Mais d'un autre côté, si on remonte à une antiquité bien avant l'élaboration complexe de l'astrologie, je pense que de tout temps, les hommes ont observé le cycle lunaire. Oui, et ont ressenti qu'il pouvait y avoir peut-être une signification, ou ont attribué aussi une signification à cette présence qu'ils comprenaient comme une forme qui apparaît, qui disparaît, qui est liée à la nuit, à la mort. Et en même temps, aujourd'hui, on sait très bien que même les agriculteurs, peut-être pas ceux qui utilisent les méthodes modernes, mais quelqu'un qui fait son jardin, j'imagine qu'il tient compte aussi du cycle lunaire. Et là, on est bien à quelque chose de très antérieur à une astrologie élaborée. Donc je pense qu'il peut y avoir quand même une progression dans toute forme d'approche, et au fur et à mesure que la connaissance de l'être humain évolue sur certains plans, eh bien, cette approche quelle qu'elle soit, que ce soit astrologie ou graphologie d'ailleurs, peut être vue et utilisée à travers des concepts nouveaux et enrichis en même temps. Oui, alors là aussi, on parlait justement de
du débat qu'on a avec les adversaires de l'astrologie. C'est vrai que le Soleil et la Lune, ce sont des notions qui sont incontournables au niveau de leurs effets. Il n'en est pas forcément de même des planètes. Le temps astrologique, d'ailleurs vous savez que les animaux, même les plantes, sont sensibles aux luminaires. Ce serait presque une sorte de pré-astrologie, effectivement, certainement beaucoup plus ancienne que l'astrologie, puisque l'astrologie exige qu'on ait découvert les planètes. Les planètes, on ne les a pas toujours connues, on les a souvent ignorées. Et on peut penser qu'un chien ne sait pas ce que c'est qu'une planète, par exemple. Il peut savoir ce que c'est que le Soleil et la Lune. Mais c'est quelque chose déjà qui relève d'un savoir, d'observation extraordinaire, d'avoir remarqué que dans le ciel il y avait des points fixes, des points qui n'étaient pas fixes. C'est quelque chose qui, tout de suite, c'est très humain. La notion de planète est très humaine. La notion de Soleil et Lune l'est moins. Le Soleil et Lune, c'est important aussi pour les plantes, pour les huîtres. Enfin, je veux dire, c'est pas le privilège de l'homme. Donc, et le temps de ces planètes-là n'est pas non plus le même. Bien sûr. Le temps solilunaire, c'est quand même un temps de la journée, du mois, de l'année. Évidemment, il y a plein de Mercure et Vénus qui sont aussi intégrés dans ce qu'on appelle l'escorte solaire. Mais d'un autre côté, il y a quand même les trois planètes traditionnellement plus lourdes, plus lentes, qui sont Mars, Jupiter et Saturne, et qui, elles, correspondent à une temporalité différente, plus longue. Et Mars, c'est un peu moins de 2 ans, 12 ans, 28 ans. Donc ça donne un autre temps. Un autre temps qui rejoint un petit peu, d'ailleurs, curieusement, le temps de nos activités politiques, curieusement. Quand on élit des gens pour 4 ans, 5 ans, 7 ans, on a l'impression que c'est une marge de temps qui est au-delà de l'année, au-delà du mois. Je pense que l'astrologie est très, très en phase avec ce temps-là. On pourrait d'ailleurs imaginer des élections qui seraient en phase avec les cycles planétaires. Je veux dire par là que le fonds de commerce de l'astrologie, ce serait peut-être moins Soleil et Lune que Mars, Jupiter ou Saturne, par exemple, qui sont vraiment... parce qu'il y a 3 groupes de planètes. Alors il y a les planètes très rapides, et puis les planètes moyennes, et puis alors il y a les planètes invisibles, etc. Enfin, disons, la partie la plus intéressante, peut-être, c'est quand même ces planètes qui sont à la fois visibles, qui sont quand même plus lentes que le Soleil et la Lune, et qui correspondent à des temporalités, disons, qui s'intègrent dans la vie humaine. Et puis, il y a aussi... Et puis, alors, effectivement, c'est vrai aussi que souvent l'astrologue est confronté, est interpellé au niveau du cycle solilunaire. C'est-à-dire la révolution solaire, par exemple, les horoscopes des journaux, les horoscopes annuels. Donc, c'est vrai que dans notre société, on essaye de tirer l'astrologie vers ce plan. Il y a un mélange quand même. Je crois que les horoscopes des journaux... Non mais je veux dire, le temps qui est... Alors comment on fait ça? Je veux dire que les gens trouvent normal d'interroger un astrologue pour savoir ce qui va se passer dans l'année qui vient. Ou même... je veux dire, et puis... Ou de lire quelque chose que l'astrologue aurait dit sur le mois. C'est-à-dire que l'astrologie solilunaire, elle existe, elle est là, elle pèse sur la consultation astrologique. Parce que c'est quand même dans ce monde, même les gens qui croient pas à l'astrologie sont en revanche pris dans ce phénomène normal de la lune, de la nuit, du jour, des saisons. Et ça, l'astrologie n'en est pas vraiment, c'est pas vraiment la chose de l'astrologie, ça. Non, je pense qu'il y a quand même un mélange et que probablement, enfin c'est une supposition, mais que les personnes qui regardent l'horoscope tous les jours ne sont pas forcément ceux qui vont consulter un astrologue pour se connaître, se comprendre et se réorienter profondément. Oui, alors justement à ce sujet, sur cette question du temps
temps, justement. Alors, bon, si vous faites des... vous essayez, bon, j'ai bien compris que vous essayez de travailler sur une meilleure conscience du thème astral, mais malgré tout, vous ne refusez pas de situer les choses dans un certain laps de temps. Bien sûr, je pense que c'est nécessaire aussi. Et à ce moment-là, Mitterrand disait il faut donner du temps au temps. On a souvent l'impression que l'astrologue, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'intégration de nouvelles planètes, mais l'intégration de nouvelles planètes, ça fait qu'il y a de plus en plus d'échéances. Si on les prend comme des configurations qui interpellent et qui secouent le thème, donc quelque part on a une multiplication de configurations, de transit, qui fait que la prévision de l'astrologue risque d'être de plus en plus à court terme d'un certain côté, puisqu'il y a moins de temps à attendre avant qu'il ne se passe quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui se passe, astronomiquement parlant. Dans un sens, quand quelqu'un en fait consulte, c'est la plupart du temps parce qu'il a une période qui le questionne ou qui le met en situation d'indécision ou par rapport à un désir qu'il a envie d'exprimer. Donc en fait, la recherche sur le thème va être orientée aussi, même si elle est globale, elle n'est pas que en rapport avec cette question, mais elle va être aussi orientée par rapport à justement cette volonté de transformation et ce désir de trouver plus d'harmonie dans ce que l'on traverse. Donc il n'est pas forcément justifié de regarder ce qui se passera par exemple dans 10 ans pour une personne, parce que ce qui se passera dans 10 ans, si on voit un transit planétaire très important dans 10 ans, je pense qu'il sera vécu différemment selon ce qu'elle assume là tout de suite. Oui. Donc, en ce qui me concerne, je ne trouve pas forcément judicieux de chercher trop loin à cause de cela. Oui. Et c'est source d'erreur. Je veux dire, si quelqu'un a un désir aujourd'hui, il y a d'autres paramètres qui vont intervenir. Vous voyez un transit sensationnel dans 10 ans, peut-être que ce qui la préoccupe et ce qui l'intéresse fondamentalement aujourd'hui, ou sa façon de voir aujourd'hui, ne sera pas du tout lié à ce désir qu'elle aura dans 10 ans. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'il est peut-être plus efficace pour elle d'avoir les outils pour comprendre ce qu'elle vit tout de suite, savoir aussi à quel moment les choses vont se débloquer si elle est en situation de blocage, et comprendre aussi la signification de ce qu'elle traverse. Je pense que quand elle comprend pourquoi elle vit les choses de cette manière-là en ce moment, quelquefois ça donne des ailes pour aller beaucoup plus loin et tirer vraiment profit des cycles qui s'annoncent devant soi. Oui, c'est ça. Il y a effectivement... Enfin, malgré tout, vous êtes d'accord, c'est pas facile de décanter tout cela, d'élaguer, enfin comme vous dites tout à l'heure, d'ailleurs, les gens même par rapport à eux-mêmes, ils ont un peu l'embarras du choix. Ils disent d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne vivent qu'une partie de leur thème, mais l'astrologue aussi, il est amené aussi à... Oui, à trier, à chercher où est le fil conducteur dans une multitude d'éléments de transit. Même alors, ce tri, comment est-ce qu'il le fait? C'est son intuition, c'est son rapport avec la personne, comment est-ce qu'il arrive à déterminer justement d'abord, comment est-ce qu'il arrive à déterminer quels sont les facteurs qui semblent les plus forts, quels facteurs du thème qui sont pour l'instant les plus présents? Dans un thème, normalement, on voit quel est l'axe essentiel que la personne est censée mettre en œuvre pour devenir elle-même et pour s'accomplir. Mais il y a ce qu'elle est censée faire et ce qu'elle a fait. Oui. Et ce qu'elle a fait, c'est pas forcément ce qu'elle est censée faire. Tout à fait. Donc c'est ce bilan, en quelque sorte, on pourrait dire faire le point sur l'accomplissement et le chemin parcouru. C'est peut-être ce moment d'arrêt. Une consultation d'astrologie peut être un moment d'arrêt dans une action, dans un parcours, pour avoir d'autres éléments qui seront mis en lumière et qui permettront à la personne de faire le meilleur choix par rapport à elle. Et si ce n'est pas le moment de faire le choix, parce qu'il y a des blocages qui sont indiqués, ça peut être au contraire une période de mûrissement qui peut être tout à fait fructueuse, justement pour continuer à avancer.
Oui, mais alors, bon, si vous voulez, je vais répondre à une boutade. Moi, je dis souvent, je dis souvent que... Parce que vous-même, vous avez formé des élèves en astrologie. Oui, bien sûr, je donne des cours en astrologie, en morphologie. D'accord, donc il y a aussi toute la question de savoir comment vous présentez l'astrologie, comment vous préparez vos élèves à l'entretien, à la consultation astrologique. Et là, en l'occurrence, ce que je ressors, ce que je note, c'est que si je me mets à la place des élèves, je veux dire, alors, il y a des choses que, bon, quand un élève va interpréter un thème, enfin, bon, alors, il va se mettre à interpréter ou à consulter, il y a donc des choses qui seront vérifiées qui seront vérifiées en quelque sorte par la personne, oui, bien sûr. Et d'autres qui ne le seront pas, justement, puisqu'elles ne sont, pour de raisons diverses, elles n'auront pas été manifestées. Oui, ou actualisées. Voilà. Et donc, par conséquent, ça laisse quand même une certaine marge de manœuvre à l'astrologue, parce que, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais parce que soit il dit des choses, bon, je ne sais pas si dans la consultation vous commencez par parler à la personne, ou si vous êtes déjà dans un dialogue, là, il y a plusieurs façons de procéder. Oui. Mais je suppose que, bon, à midi, vous prenez quand même un peu la parole, oui. Et donc vous dites un certain nombre de choses. Alors, au moment où vous dites ces choses-là, vous ne savez pas justement, je dirais jusqu'à quel point certaines choses font sens pour la personne et d'autres moins. Certaines choses sont très fortement ressenties, vécues par la personne, et d'autres moins pour des raisons diverses. Est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté, ou est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une façon de... Est-ce que vous pouvez nous dire comme ça, comment vous abordez le client? Qu'est-ce que vous dites de lui au moment même où vous ne le connaissez pas? Là, vous avez eu plusieurs questions. Oui, excusez-moi. Vous évoquez d'abord, non, pas du tout, on va les reprendre, puisque vous évoquez d'abord les cours. Or, dans les cours, évidemment, il y a une technique qui est donnée, qui est une technique astrologique qui est basée effectivement sur la rigueur, l'analyse. Et lorsqu'on va développer des éléments qui ont trait au cycle astrologique, par exemple, il n'est pas rare qu'on travaille sur le thème d'une personne. Pas forcément d'un étudiant présent, oui. Parce que je pense que c'est pas toujours une bonne idée, parce que ça remue des choses profondes et ce n'est pas forcément justifié. Mais on va travailler sur le thème d'une personne qui a eu un parcours que tout le monde peut vérifier, dont on pourra retrouver les dates, qu'il s'agisse de quelqu'un d'anonyme, apporté par un étudiant, ou d'une personne qui est célèbre, par exemple. Et que le professeur connaît, mais pas les élèves, pas forcément. Voilà. Oui, on peut le travailler de façon en aveugle, si vous préférez. Et à ce moment-là, à chaque transit planétaire, quand on a les informations sur la personne, de dire, bah oui, elle a créé cette entreprise, après elle a eu telle difficulté, après elle est peut-être passée à l'international, donc on va vérifier par des événements de biographie, des transits planétaires qui auront été trouvés en groupe dans l'anonymat, en fait, au départ. Et en même temps, ça forge, pour les étudiants, ça forge un peu la certitude, la confiance à ces niveaux-là. Alors dans une consultation, évidemment, si on évoque des transits en cours et des potentialités qui peuvent se débloquer à un moment donné, du fait qu'on est dans l'anticipation, la vérification va s'établir après. Moi j'ai assez souvent des gens qui m'appellent après ou qui reviennent 2-3 ans après, qui me disent voilà, il s'est produit ça, telle chose dans ma vie. Ce qui fait aussi office de vérification pour eux en même temps et pour l'astrologue à ce moment-là. Alors pour votre deuxième question qui est le discours de l'astrologue, quand quelqu'un vient me consulter, en fait j'ai deux possibilités. Soit je la fais parler ou je lui demande un CV si elle me dit voilà je veux m'orienter professionnellement et on sait déjà beaucoup de choses d'elle et je pense que cette connaissance va obligatoirement orienter l'astrologue dans une voie particulière, parce que c'est un a priori, et je préfère travailler entre guillemets son filet, c'est-à-dire sans rien savoir d'elle, savoir pourquoi elle vient. Je pense que c'est important si elle me dit voilà je veux une orientation ou c'est un problème de couple, bon
je trouve justifié quand même de connaître le but de sa démarche, ou c'est un bilan, voilà. Mais à partir de là, je pars en tenant en considération le thème et aussi l'écriture qui me dit où elle en est, et on avance dans ce sens-là, avec évidemment le fait qu'elle a quand même pour mission aussi d'intervenir et d'en faire un dialogue pour avancer, et ensuite on évolue ensemble dans cette consultation pour affiner aussi des projets qu'elle peut avoir. Alors, je ferai une petite observation concernant le cas de ces fameux thèmes d'exemple que l'on donne à interpréter aux élèves. A priori, ça peut sembler une excellente idée, mais il y a quand même quelques inconvénients. Cela suppose que les événements marquants de la vie de la personne sont nécessairement ceux qui seront signifiants au niveau astrologique. C'est-à-dire que l'on va... vous disiez vous-même tout à l'heure, très justement, que des paramètres autres peuvent intervenir, qui vont corriger, je ne sais pas, par exemple, imaginez par exemple que quelqu'un a un accident de voiture, hein, comment je dis, jamais, il s'en est fallu peu qu'elle ne l'ait pas, ou il s'en est fallu peu que ce soit moins grave ou plus grave. Hein, c'est comme la mort d'Henri II, là, qui est touché en plein tournoi. La lance serait passée quelques centimètres un peu plus à gauche, il ne serait pas mort, etc. Donc il y a des éléments extrêmement aléatoires qui ont parfois des conséquences considérables. Et alors, quelle est la part que vous faites justement de... comment peut-on savoir qu'un événement relève ou non de l'astrologie? Quand on fait justement une étude rétrospective d'une vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'on va chercher à, plus spécialement, à expliciter par l'astrologie dans ces moments de vie de la personne? Voilà, donc si on fait une rétrospective, sans savoir au départ ce que la personne a pu vivre, en fait, au niveau des passages planétaires importants, on verra ce qu'elle est censée traverser, ce qu'elle est censée vivre. Oui, mais et ça ne dit pas que ça sera par matériellement un accident de voiture, voilà. Ou peut-être si elle voit tomber la foudre devant elle, elle peut avoir aussi une frayeur et ça peut aussi orienter sa vie. Donc on ne verra pas obligatoirement l'élément matériel, ce n'est pas de la prédiction ni de la voyance, mais on pourra détecter ce que la vie lui demandait de comprendre à ce moment-là, et aussi de mettre en œuvre. Mais quand il s'agit de quelqu'un dont on connaît justement, tout à l'heure vous avez donné des cas ont montré que dans la carrière de cette personne, il semble certains moments clés, certains tournants, certains revirements s'expliquer par l'astrologie. Là, c'est une autre démarche, en fait. Ça peut paraître semblable, mais parler de quelqu'un dont on ne connaît rien, c'est pas la même chose que de parler de quelqu'un dont on connaît. Et vous évoquiez cela, par exemple, par rapport aux cours. Dans les cours, il y a aussi des exemples. Des exemples là, qu'une personne connaît, puisqu'elle a porté elle-même ce thème, dont on ne saura rien, si ce n'est peut-être le prénom, ou même un prénom qu'elle aura changé, c'est tout. Et au départ, en cherchant les étapes de vie, c'est dans un deuxième temps que la personne peut dire oui, à cette période-là, la personne a vécu ça, ou elle ressent ça, si du moins elle connaît tout de sa vie, ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'il y a toute une dimension intérieure de ressenti que les gens ne vont pas forcément exprimer, et que même les proches parfois ignorent. Non, bien sûr. Donc on tient compte de tout ça. Et surtout quand c'est quelqu'un de très connu aussi. Bien entendu, on a une facette de la personne, on a le côté médiatique, c'est tout. Oui. Mais je veux dire que l'inconvénient de travailler sur des cas de personnes connues, c'est justement que les faits saillants de leur vie, on aura tendance à vouloir les expliquer absolument par l'astrologie. Non, parce qu'à ce moment-là, moi je fais l'inverse, on cherche ce qui se passe au niveau planétaire. Et après, on cherche dans sa biographie pour voir si on est au courant qu'à telle époque il s'est passé quelque chose. C'est comme ça. Voilà. Sinon, on va
faire cadrer tout ce qui nous arrange. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'expliquer tout par l'astrologie, mais de montrer que tout ce qui fait sens au niveau astrologique doit avoir une résonance au niveau du vécu. C'est exactement ça. C'est pas plus simple. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas de la prédiction. D'accord. Parce qu'effectivement, donc les élèves, je disais tout à l'heure, je reviens un peu sur cet argument qui a peut-être pas encore été assez développé, les élèves peuvent s'attendre à ce que soit un transit, je ne sais pas, vous travaillez peut-être avec d'autres méthodes que les transits, je ne sais pas, peut-être les directions, certains types de directions de progression, peuvent correspondre à quelque chose qui n'est pas forcément immédiatement conscient chez la personne, donc elle ne se souvient pas immédiatement, ou quand on analyse le thème, ça peut correspondre à des aspects de la personnalité qui n'ont peut-être pas pu se développer jusqu'alors. Oui. Ça laisse une certaine marge à l'astrologue, c'est-à-dire qu'il peut très bien dire des choses qui, sur le moment, ne font pas forcément sens chez son interlocuteur. Il faut qu'il s'y attende. Il faut qu'il s'y attende. Alors c'est à la fois inquiétant et réconfortant, parce que c'est inquiétant de risquer de dire des choses qui ne correspondent pas à quelque chose qui est immédiatement évident, mais en même temps c'est réconfortant parce que si l'astrologue considère que c'est son droit, et même que ça peut tout à fait se produire, qu'il dise des choses qui ne correspondent pas immédiatement, ça laisse quand même, disons, une certaine marge. C'est-à-dire que ça veut dire que finalement, en fait, j'ai employé une expression qui est peut-être un peu provocatrice, mais il ne peut pas vraiment se tromper, en fin de compte. Parce qu'il peut tout simplement dire des choses qui sont plus à la surface que d'autres, qui sont plus en profondeur, plus enfouies, plus tapies, mais il ne peut pas avoir tort de façon radicale. Il y a toujours la possibilité de montrer que quelque part, ça n'est pas si faux que ça, ce qu'il dit. C'est-à-dire que quelque part, les points qu'il a évoqués, même s'ils ne sont pas immédiatement décodables, identifiables par la personne, ne méritent pas moins qu'on s'y arrête. Oui, probablement, mais en fait, je pense que dans toute technique qui a trait à l'humain, le but, c'est pas forcément de vouloir non plus ni avoir toujours raison, ni imposer quoi que ce soit, mais d'aller chercher ce qui va être utile à la personne à un moment donné. Donc, parfois, il y a aussi des étapes qui sont présentes et qui ont été masquées ou enfouies, même au niveau inconscient, et le but, ce n'est pas non plus pour l'astrologue d'aller réveiller des choses que la personne n'est pas en mesure de voir, ou même qu'elle a envie d'oublier. Tout dépend de la demande, si vous voulez. Moi, j'ai affaire à des personnes qui viennent parfois pour une démarche vraiment très intérieure, y compris sur le plan de l'évolution à tous les niveaux, et puis d'autres personnes qui viennent parce qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus actuel, immédiat, et qui se rattache à des préoccupations, comme vous disiez tout à l'heure, à court terme. Et dans ce sens-là, on ne va pas obligatoirement aller chercher des choses qui sont enfouies, bien que, dans quelques cas, ce sont aussi des choses qui sont enfouies, qui vont être révélatrices de ce qui est ressenti aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a pas une seule façon de faire. Pour moi, chaque personne est unique, différente. Et même si le type d'approche s'appuie sur quelque chose qui est toujours là, c'est-à-dire astrologie, graphologie, ma forme de démarche peut être toujours orientée par rapport à une personne à un moment donné. On va faire une petite parenthèse justement sur les rapports entre astrologie et graphologie, parce qu'on en a parlé quand même de manière un peu évasive. Pourriez-vous nous expliquer un peu mieux, un peu plus dans les détails, ou en tout cas en donnant quelques exemples, de l'apport de votre graphologie à votre travail d'astrologue? Parce que bon, je crains qu'on ne comprenne pas tout à fait comment, quel est l'apport de la graphologie
est-ce qu'elle évite, est-ce qu'elle canalise, est-ce qu'elle oriente l'astrologue, qu'est-ce qu'elle lui permet de faire? En fait, elle actualise, oui. Elle montre vraiment où on en est aujourd'hui, de quoi on est capable aujourd'hui, maintenant, ici, maintenant. Donc, par rapport à l'aspect très vaste d'un thème qui peut partir dans des directions assez différentes, et notamment aussi à travers les transits planétaires, le thème qui actualise toutes ces questions par la graphologie permet de voir ce qui est possible ou pas. Dernièrement, j'ai reçu une jeune femme pleine de dynamisme, qui est en pleine croissance dans sa carrière. Potentiellement, je pense qu'elle peut aller très loin, elle a à peine 25 ans. Et au niveau d'écriture, ce qui est présent, c'était quand même une maturité qui n'est pas encore accomplie. Et elle avait le désir de partir à l'étranger pour sa profession. Elle avait ce désir très intense. Et en même temps, l'écriture me montrait qu'elle n'était pas du tout prête, qu'elle était beaucoup trop attachée aux proches, au foyer, à la famille. Et en fait, le fait de lui avoir dit ça, ça l'a rassurée. Parce qu'au fond, elle désirait partir et elle avait une peur, la peur au ventre, on pourrait dire, de mettre en œuvre cette décision. C'est une décision qu'elle mettra en œuvre plus tard, pas tout de suite. Et en fait, pour elle, de savoir que potentiellement c'est possible et qu'elle a effectivement une possibilité de réussite dans un secteur comme celui-là, mais qu'il n'y a pas urgence à se décider, et même si les transits et le thème sont favorables à ça, non seulement ça l'a sécurisé, et en même temps, ça lui permet de savoir que ce projet n'est pas un renoncement. Oui, ça correspond effectivement à une préoccupation de beaucoup d'astrologues qui s'aperçoivent qu'on ne peut pas aborder le thème astral comme ça de façon brute. Voilà. Il faut le resituer à un moment donné, ou alors on peut évidemment interpréter le thème astral en se situant dans le présent. C'est-à-dire qu'on se sert du thème astral comme si c'était un thème horaire. On prend le thème astral, mais en réalité, finalement, même l'idée que les gens ont de leur propre passé est liée à leur présent. Donc, de toute façon, donc, le thème astral, il est toujours actualisé de facto. C'est toujours la conscience que la personne a de ce qu'elle est. Aujourd'hui, probablement, elle vivrait son thème astral, elle aurait un autre regard sur le thème astral 20 ans plus tôt, etc. Alors, soit, effectivement, on fait de l'astrologie, on fait la révolution solaire, on fait de l'astrologie horaire, soit, effectivement, on fait cette graphologie qui permet aussi de savoir où on en est tout de suite. Mais alors là, effectivement, je dirais que d'une certaine manière, la graphologie vous donne des réponses et pas simplement des questions. Oui, c'est-à-dire qu'elle vous dit ce qu'il en est vraiment. Tout à fait, comme pour cet exemple que je viens de vous citer. Parce que cette personne, bon, puisqu'on peut rester sur cette idée-là, si elle avait renoncé à son projet, elle était prête à se culpabiliser, à penser qu'elle n'en était pas capable. Donc le fait d'avoir pu faire la synthèse entre qui elle est présentement, ce qui est marqué dans son écriture, et le thème qui dit oui c'est possible, même si ce n'est pas pour tout de suite, même si les transits planétaires étaient favorables à ça, elle était dans des transits d'ouverture. Donc à la limite, sans la graphologie, on aurait même pu commettre l'erreur de lui dire il faut y aller, il faut foncer, parce qu'il y a tout pour que ça réussisse. Alors que émotionnellement, elle n'était pas tout à fait prête. Donc l'expansion positive indiquée par le thème et les transits, elle va le jouer ici, présentement, à Paris, et ça va encore plus la fortifier pour aller plus loin après à l'étranger comme elle veut le faire. Voyez, donc ça permet d'affiner énormément, je trouve, et de réajuster, des questions en utilisant les deux. Mais enfin, il y a quand même un problème là, qui se pose, c'est le problème de la validité de la graphologie. Parce que j'aimerais bien que quand même vous défendiez un petit peu la cause de la graphologie, de cette graphologie, parce que c'est pas si évident que ça, en fin de compte. On pourrait dire, en étant méchant, que c'est un peu l'alliance de l'aveugle et du paralytique, parce qu'effectivement, cette graphologie dont on part du principe qu'elle nous parle de ce que la personne est devenue, de ce qu'elle vit en ce moment, quelle foi peut-on lui accorder? C'était plein de croyances.
La graphologie, Enfin, c'est quel crédit, excusez-moi, quel crédit peut-on accorder à une graphologie dont vous avez dit très rapidement tout à l'heure comment elle s'articulait, mais enfin on pourrait peut-être un petit peu développer qu'est-ce qui fait, disons, la validité de cette approche graphologique. La graphologie, elle traduit un geste. Ça, c'est sûr. La main est guidée par le cerveau. La gestuelle qui va émaner d'une personne est unique. D'ailleurs, si vous avez 10 documents, si c'est un ami qui vous a écrit, vous allez reconnaître immédiatement son écriture. Absolument, ça il est certain que ça c'est sûr. Quelque part, c'est un support, c'est un matériau qui a tout à fait raison d'être présenté comme étant en rapport avec la personne. Voilà. Maintenant, comment on analyse ce matériau, c'est une autre affaire. Ça s'est fait d'une façon très technique, très élaborée. Ce n'est pas du tout dû au hasard. Et on peut entrer dans cette approche si vous voulez, mais on s'éloigne un petit peu de sujet qui est l'astrologie. Oui, mais enfin, on s'en éloigne pas tant que ça, parce qu'il s'agit d'une validation et d'une actualisation de l'astrologie. C'est un outil que vous utilisez pour actualiser le thème astral. Donc, parce que j'ai un métier. Donc c'est tout à fait. Non, mais moi je trouve que c'est tout à fait. Je ne cherche pas du tout à vous couper en deux. Au contraire, je trouve que ça fait totalement partie de ça. Tout comme à la limite, l'astrologue qui rencontrerait son client peut aussi, par sa morphopsychologie, enfin il peut avoir aussi, inévitablement, il actualisera le thème indiscutablement. Donc on peut pas minimiser l'importance de ces facteurs qui viennent en dialectique avec l'astrologie et il faut essayer de les contrôler éventuellement, on ne peut pas les nier. Mais la graphologie, elle a été utilisée, mise en pratique depuis pas mal de décennies. On l'utilise dans le recrutement, on l'utilise dans l'orientation professionnelle. C'est pas forcément la même graphologie. Bien sûr que si. Moi, je suis graphologue. Ah oui, d'accord. Parce que j'avais pu comprendre que vous aviez une approche un peu originale de la graphologie. Je me suis trompé alors Bien sûr, une approche qui est aussi originale, mais je l'utilise dans le recrutement, je l'utilise à tous les niveaux. Moi, j'utilise tous les critères traditionnels de la graphologie. On est parti sur la symbolique des lettres parce que vous m'aviez parlé du livre L'astrographologie, dans lequel j'ai créé une corrélation entre la symbolique des lettres et ce qui peut se manifester au niveau du thème. Mais la graphologie que j'utilise, elle est d'abord classique. Voilà, ensuite, c'est la typologie planétaire qui permet de dire qu'une écriture est jupitérienne, qu'elle est vénusienne, qu'elle est saturnienne, qu'elle est lunaire. C'est aussi une approche jungienne. Donc là, il y a une dimension psychanalytique qui est liée à l'inconscient, qui est liée aussi au féminin et au masculin. Et cette approche dont nous avons parlé aussi, qui est liée à la symbolique des lettres, que j'utilise en plus. Donc la validité de la graphologie, en fait, j'utilise tout ce qui est traditionnel en graphologie, plus cette approche en supplément qui permet d'aller aussi beaucoup plus loin. Donc des comptes, des jambages, tout, bien entendu. Moi j'ai fait un peu de graphologie aussi, mais je n'étais pas certain que c'était votre graphologie. Hein. Donc effectivement. Si j'utilise tous les principes de base qui ont été élaborés depuis les premiers tâtonnements de la graphologie jusqu'aux approches beaucoup plus pointues et différentes typologies, même sous l'optique freudienne ou d'autres. Ou la symbolique de l'espace, j'utilise tout ça, plus cette méthode dont nous avons parlé de façon spécifique, parce qu'elle était... Égyptienne, voilà, c'est un côté... Voilà, c'est une autre approche, mais j'utilise tout ça. D'accord, oui. Alors justement, donc, il y a cette pratique, alors donc finalement, la graphologie vous donne des données, disons, objectives, en quelque sorte, peut-être qui sont peut-être d'une certaine manière plus objectives que celles de l'astrologie, enfin, parce que l'astrologie, elle donne plutôt des potentialités d'une certaine manière, et la graphologie, elle nous parle de ce qui a été réalisé, de ce qui a été conscientisé. Tout à fait, et puis dans une écriture, on ne voit pas les cycles planétaires, donc l'astrologie a cette grande richesse aussi d'ouvrir sur un déroulement possible.
Quoique les cycles planétaires, enfin, tout à l'heure on parlait, c'est pas une question aussi simple que cela, parce qu'il y en a un peu trop. Enfin, c'est toujours le problème de la saturation. Ça part un peu dans tous les sens. D'ailleurs, c'est une occasion de revenir un peu. Tout à l'heure, vous nous parliez de. On avait évoqué cette astrologie de la presse. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus, c'est-à-dire comment l'astrologie est perçue par le grand public. Et puis, alors, peut-être une question préalable qui est quelle image se font. Parce que finalement, cette astrologie du grand public, c'est comme celle-là qui va amener les gens à aller voir l'astrologue. Alors, expliquez-nous par quel biais, par quel cheminement les gens vont voir un astrologue sans savoir ce que c'est. Alors, c'est un peu un paradoxe. Alors, ou bien c'est souvent d'ailleurs un paradoxe, comment aller chez quelqu'un, ils ont forcément une idée préconçue de l'astrologie. Peut-être, mais je pense qu'il y a plusieurs publics. Et que le public qui lit les journaux sur un pseudo-horoscope, je ne suis pas sûre que ce soit le même que celui qui prend vraiment des consultations. En ce qui me concerne, je ne crois pas que ce soit le même. Non, mais j'essaie justement de comprendre comment ça... Voilà. Je pense qu'on a un public en fonction de qui on est. Oui. Voilà. Oui. Je pense qu'il y a ça. Oui. Voilà. Mais... Et je vais même vous faire un aveu. Bon, moi, j'ai abordé toutes ces approches il y a très très longtemps. La psychanalyse m'a intéressée quand j'étais adolescente, ainsi que l'analyse des rêves, et la graphologie aussi, donc ça remonte à très loin. Et au départ, quand j'ai abordé la graphologie, je faisais partie des gens qui pensaient que l'astrologie c'était quelque chose de complètement épouvantable et même qui n'avait aucun sens, parce que je n'en connaissais que ce qu'on peut lire dans les journaux, ce qui pour moi était effectivement... Alors justement, le déclic est venu comment? Voir de plus près, et donc j'ai apporté les coordonnées de naissance de quelqu'un que je connaissais fort bien, et quand j'ai vu le professeur... Les gens accrochent à l'astrologie, alors vous dites que c'est quelque chose qui est dans l'air, je ne sais pas... Alors, vous dites non, c'est pas l'astrologie ambiante, celle des journaux qui prépare les personnes à aller rencontrer l'astrologue. Ça va vous toucher là un sujet qui mérite vraiment réflexion, parce que on est un petit peu perplexe sur ce point. On a quand même l'impression que c'est comme le mot astrologue, c'est comme là que les choses se préparent et que se font, se décident dans cette image comme ça, ambiante, latente de l'astrologie. Vous n'êtes pas d'accord sur cette idée que ça viendrait que l'astrologie ne serait pas... Alors évidemment, c'est pas la même... C'est vrai qu'il y a ce problème, c'est que c'est pas la même astrologie. On parle quand même des signes zodiacaux, on sait quand même que ça a un rapport avec les prévisions, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques bricoles qui sont quand même déjà là dans l'esprit des gens. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont basculer vers une toute autre approche de l'astrologie qui est beaucoup plus individuelle, et puis où ils voient mieux comment on n'est plus dans simplement le système des 12 signes zodiacaux qui se suivent au moins tous les 30 jours, etc. On rentre dans une astrologie qui est vraiment une astrologie solaire, là, quand même. Solilunaire, d'ailleurs. Puisque normalement, ça les mois ne correspondent plus aujourd'hui aux rencontres Soleil-Lune. Enfin, c'est comme ça qu'il a déterminé le découpage en 12. Et puis tout d'un coup, on voit des gens entrer dans un autre univers qui est celui de l'astrologue, avec la carte du ciel. Ils ont pu en connaître quelque chose à travers l'astrologie par ordinateur, Astroflash et compagnie, je ne sais pas. Enfin, il faut essayer de suivre le parcours des gens depuis... Au niveau sociologique, un peu, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Quel est le public. Oui, c'est pas indifférent. Je pense vraiment qu'il y a des approches très différentes. Et que, en ce qui me concerne, les gens qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de ma façon de procéder, donc ils sont en général envoyés ou décidés à partir d'un ami, d'une amie qui m'a consulté.
Donc je ne crois pas que ce soit à partir des journaux, et d'ailleurs il n'aurait sûrement pas le type de réponse. Alors je pourrais vous répondre à Madame Charmé-Carrois, je pourrais vous répondre que c'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf, parce qu'effectivement, ses amis, eux, effectivement, elle leur ont parlé, mais elles-mêmes, ses amis, d'où est-ce qu'elles y sont? Comment elles sont venues chez vous alors? Ça fait plus de 20 ans que j'exerce, donc c'est aussi un peu normal qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient motivées pour mais cela dit, je pense quand même que... Est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer la présence de l'astrologie par rapport au grand public? Est-ce qu'on pourrait travailler un peu plus en amont sur comment l'astrologie est captée et est-ce que vous avez quelques suggestions Moi, je ne vais pas chercher dans cette optique-là, puisque je travaille surtout avec des personnes qui viennent en tant qu'individus face à eux-mêmes. Mais je pense qu'effectivement, l'astrologie mériterait le droit de citer et ça pourrait être trop intéressant de lui donner une autre forme d'audience, ce qui en France est un peu difficile, je crois. Mais il y a surtout la question de la prévision, parce que finalement le public ne connaît la prévision qu'à travers des textes. Alors ça me renvoie à un autre sujet qui est récurrent, c'est la communication, comment l'astrologue s'exprime. Est-ce que par exemple, quand on va revenir à la consultation, mais ça peut aussi être le cas d'enseignement, ou des conseils que vous donnez pendant votre enseignement, comment l'astrologue s'explique-t-il sur sa façon de dire les choses? C'est-à-dire comment argumente-t-il son propos? Est-ce qu'il va simplement se contenter, se satisfaire de traduire dans un langage qui est compréhensible par son client ce qu'il a à dire, ou est-ce qu'il va lui expliquer comment l'astrologie voit les choses? Qu'est-ce que vous voulez dire par comment l'astrologie voit les choses? C'est-à-dire, quel est le type de regard que l'astrologie porte sur le monde, ou plus exactement, lui expliquer les perspectives, comment dire, lui expliquer comment... La technique, vous voulez alors, dire ça? Oui, alors, voilà, il y a la... C'est ça, c'est ce champ-là que j'aimerais bien qu'on aborde dans les dernières minutes de notre entretien, c'est-à-dire, effectivement, alors, il y a effectivement deux extrêmes, pour simplifier. Le cas de l'astrologue qui dit des choses sans aucune explication technique, et tout de suite, du moment que la personne comprend quelque chose de ce qu'il dit, ça va. Ou bien alors l'astrologue qui va trouver nécessaire d'expliquer qu'il dit ça parce que, pour des raisons techniques qui d'ailleurs passent par-dessus la tête de son client. Alors, est-ce qu'entre ces deux extrêmes, il n'y a pas un moyen terme à trouver qui consisterait à mettre en avant quand même, par exemple, quand vous parlez d'une période, je vais donner un exemple très concret, si vous dites à une personne à un moment donné, voilà, vous allez dans une phase, c'est la fameuse théorie des phases, c'est-à-dire vous allez actuellement dans une phase X, et puis après, il y aura peut-être une phase Y. C'est-à-dire qu'une approche, disons, j'appelle ça une approche dialectique, c'est-à-dire en perspective, c'est-à-dire voilà, actuellement vous êtes là, et puis après vous allez être ailleurs. Mais le problème, c'est que l'astrologue joue un rôle tellement important que, d'ailleurs, on revient à cette idée un peu bizarre de l'astrologie sans astrologue. C'est-à-dire que parfois l'astrologue est à la fois un élément interface, mais aussi parfois il fait écran avec l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie est un art si complexe, si difficile, qu'il n'est pas question, bien entendu, apparemment, de s'en expliquer auprès de son client. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen terme? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'astrologie à quelqu'un qui vient, à qui vous vous adressez? Déjà, à notre consultation, je ne vais jamais entrer dans un côté technique, parce que c'est abstrait pour la personne, ça ne lui apporte rien. Donc on va au cœur de ce qui l'intéresse. Elle vient pour quelque chose, on va au cœur de ce qu'elle recherche, sans
chercher à s'abriter derrière des techniques qui lui seront étrangères. Par contre, si elle a déjà appris l'astrologie et qu'elle me dit, moi, vous m'avez fait ma révolution solaire, je veux savoir pourquoi il y a telle et telle chose, à ce moment-là, on peut très bien, dans une séance autre, après, qui serait un cours, décortiquer au niveau de la technique. Mais dans une consultation, je pense que c'est inutile et ça embrouille plutôt la personne et ça ne lui apporte rien. Oui, enfin, j'aurais quand même précisé ma pensée sur ce point. Oui. Je pense que, sans rentrer dans des complexités techniques, la question est de savoir si l'astrologue, par exemple, il peut employer un mot qui fait sens pour lui dans certaines mesures, et est-ce qu'il doit expliquer pourquoi il dit les choses comme ça? Est-ce qu'il va expliquer ce qu'il entend par là, ou est-ce que tout simplement il part du principe que du moment que la personne capte quelque chose de ce qui lui est dit, tout va bien? Est-ce qu'il y a un souci de bien se faire comprendre? Ça me paraît fondamental. C'est fondamental. Vous savez que dans le domaine de la consultation, il y a beaucoup de gens qui croient comprendre, qui s'imaginent qu'ils comprennent. Je veux dire, il y a quand même une certaine part d'ambiguïté dans la communication entre deux personnes. Et je ne dis pas que la personne ne comprend rien, évidemment. On ne va pas tomber dans le cas extrême où je n'ai rien compris de ce que vous me dites. Mais à partir du moment où la personne croit comprendre ou a compris quelque chose, est-ce que quelque part l'astrologue souvent ne s'en satisfait pas, ne s'en arrête pas là? Est-ce que finalement le critère c'est la personne a compris quelque chose de ce que je lui ai dit, elle a entendu quelque chose de ce que je lui ai dit, donc ça va. Est-ce que ce que je lui ai dit, c'est ce qu'elle a compris? C'est pas la même chose. Oui. Ou est-ce que ce que j'ai voulu dire, c'est exactement ce qu'elle a effectivement compris? Ça, personne ne le saura jamais, parce que entre deux personnes qui parlent de n'importe quel sujet, même si on n'est pas dans une consultation, chacun a un ressenti différent, et il y a forcément même une couleur. Il semblerait que même si on voit un rouge, un bleu, chacun n'a pas exactement la même perception de cette couleur. Oui. Donc l'idée n'est pas forcément d'avoir la maîtrise ou la certitude sur son ressenti, mais d'être en accord avec elle, en empathie, et d'accompagner ses questionnements pour l'aider à trouver dans sa sensibilité qui lui est propre la réponse et ça se sent très bien dans une consultation. Si on le fait sur un mode d'ouverture, on voit bien comment la personne le ressent, jusqu'où elle a envie d'aller dans les questionnements qu'elle a. Écoutez, moi je mets un petit bémol à cela parce que c'est vrai que dans la communication ordinaire, c'est comme ça que les choses se passent. C'est vrai que même en psychanalyse, c'est probablement aussi comme ça que les choses se passent. Mais dans le cas de l'astrologie, il est peut-être possible d'attendre autre chose de la communication. L'astrologie a peut-être aussi un savoir, un enseignement à transmettre qui n'est pas uniquement de l'ordre de voilà, je vous dis des choses, du moment que pour vous ça vous fait bouger, ça vous fait penser, c'est bien. C'est la personne qui dit si c'est bien. Oui, non, c'est bien ce que je dis, voilà, mais c'est bien ça, vous renvoyer à... C'est elle qui sait, à partir de ce qu'elle entend, si ça lui convient, et ce qu'elle va y trouver, et comment elle veut aller plus loin. Et qu'est-ce que vous pensez, Sylvie Charmet-Carrois, des statistiques en astrologie? Est-ce que vous pensez, parce que c'est une autre façon tout à fait de voir les choses, est-ce que, bon, vous avez certainement entendu parler ou lu sur les travaux de Gauquelin, sur ceux de Didier Castille, je ne sais pas, sur d'autres chercheurs, est-ce que vous pensez est-ce qu'elle a sa place, la statistique, et comment, par rapport à l'astrologie, par rapport à la recherche? Pourquoi pas? Par rapport à la recherche, c'est certainement très intéressant. Simplement, il faut voir au départ, comme dans toutes les statistiques, ce qu'on va initier comme question et dans quelle voie on va chercher. Et ma dernière question, ce sera concernant le collectif, si vous voulez, de l'astrologie globale. Parce qu'un reproche qu'on fait souvent aux astrologues, c'est justement d'enfermer l'individu dans son cas particulier, dans son itinéraire à lui. Oui. Et est-ce que l'astrologie n'a pas aussi vocation, inversement, et ça nous renvoie d'ailleurs à l'astrologie populaire,
C'est pour ça que moi je ne dénigre pas forcément l'astrologie populaire, paradoxalement. Comment connectez-vous, enfin je vais poser une question un petit peu comme ça, brutale au départ, comment connectez-vous l'individu au collectif? Est-ce que, par exemple, quand on fait des prévisions, les transits, par exemple, c'est un cas extrême à la fois d'un phénomène qui est global, qui est collectif, mais qui est immédiatement rattaché à tel ou tel thème astral. Comme si on ne pouvait pas accepter déjà d'étudier en tant que transit, enfin en tant que configuration dans le ciel. Si, bien sûr que si. Moi, je pense que Je pense que par exemple, dans les cours d'astrologie, vous avez ce genre de cas, vous avez une configuration, puis après on regarde comment ça se passe chez chacun. Tout à fait. Il y a des transits planétaires qui correspondent véritablement à des mutations de société, à des prises de conscience collectives. Je l'ai même expliqué dans mon tout premier livre d'astrologie sur le manuel pratique, notamment avec les transits de Pluton, sachant qu'à l'heure actuelle, il est dans le signe du Capricorne. Et il y a 20 ans, j'avais fait l'hypothèse, à partir de l'astrologie, que quand il arriverait dans ce signe, ce qui est l'heure d'aujourd'hui, il y aurait des problèmes liés à la survie et à la cèse, c'est-à-dire les problèmes d'eau, d'air, de stérilité de la Terre. Et c'est exactement ce que la planète a l'obligation de prendre en considération aujourd'hui. Donc je vous suis tout à fait dans cette voie-là. Donc vous avez fait une jolie prévision là. Bah, jolie, hélas, elle est vraie, c'est ça le problème. Oui, mais écoutez, en effet, malgré tout, je crois que ce que le public... alors, qu'est-ce que vous pensez donc plus globalement des prévisions mondiales que font les astrologues? Est-ce que ça sert l'astrologie? Est-ce que ça la dessert? Là, je pense qu'il faudrait voir quelle prévision, quel astrologue, dans quelle optique. C'est une question un peu vaste. Oui. Donc, moi, je m'intéresse surtout aux grands phénomènes de société, plus que, par exemple, à l'élection d'un président ou quelque chose de cet ordre-là. Je pense que tout astrologue peut se sentir en affinité avec ce type de questions, pourquoi pas. Bon, pour une ultime question, là on est encore dans les temps. Le thème astral suppose que le ciel soit constamment, veille constamment sur nous, c'est-à-dire que nous renseigne constamment sur ce qui se passe dans le monde, puisque à chaque instant, en gros, il naît des champs. Donc on a une sorte, on suppose que le ciel est toujours, c'est un peu le Big Brother, c'est-à-dire qu'il est toujours là pour regarder ce qui se passe. On a l'impression que c'est un peu comme par rapport à Dieu, l'omniprésence, l'omniscience divine. Là, actuellement, on est dans une sorte d'omniscience du ciel, qui, d'ailleurs, le mot ciel a aussi une connotation religieuse. Est-ce que c'est ça, l'astrologie? C'est l'idée que, est-ce que c'est une idée qu'on pourrait, certaines personnes pourraient avoir l'astrologie, que tout ce qui se passe peut se traduire. Parce que j'ai beaucoup de gens qui disent actuellement comme ça, le thème, dresser un thème, c'est quoi finalement? C'est savoir, c'est décrypter ce qui se passe à ce moment-là, quelle est la puissance du thème. Qu'est-ce que c'est que cet acte de dresser un thème et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça permet? Un thème, c'est un moment, c'est un instantané en fait, c'est un instantané du ciel vu à partir d'un endroit particulier. Et cet instantané n'est pas figé, il est comme quelque chose qui est en croissance et qui est amené à se dérouler au fur et à mesure que le temps... Donc ça nous accompagne, le ciel nous accompagne, accompagne l'humanité à chaque instant de sa vie. Il n'est jamais au repos, le ciel. Il n'est jamais... C'est l'être humain qui n'est jamais au repos. Non, mais le ciel aussi, il est toujours à l'affût, il est toujours là pour nous dire ce qui... Nous serions en permanence... L'autre jour, je parlais avec une autre astrologue, elle me disait, mais oui, c'est comme l'air qu'on respire, il y a toujours quelque chose qui est là. Mais dans la tradition, bon, je ne sais pas si vous avez une religion, est-ce que l'astrologie est compatible avec la Bible, avec le monothéisme, avec les 10 commandements, avec
l'idée du repos hebdomadaire, enfin, je veux dire, ou du repos de Dieu après la création. Est-ce que vous avez, pour terminer notre entretien, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est de culture judéo-chrétienne peut sans difficulté accepter l'astrologie, ou est-ce qu'il y a une espèce d'ajustement qui n'est pas évident? Moi, je pense que dans toute religion, il y a, comme on peut le remarquer, différentes façons d'interpréter une religion et de la vivre aussi au quotidien. Donc je pense que c'est à chaque personne à voir comment elle le ressent. Et par exemple, le monothéisme, c'est pas quelque chose qui impliquerait quand même une sorte de polarisation sur un seul pôle, un seul facteur, alors que l'astrologie a tendance contraire apparemment à une certaine dispersion des énergies. Chaque planète correspond à une énergie différente. Je ne le perçois pas du tout comme une dispersion. Je pense que c'est un outil fabuleux qu'on a à notre disposition, qui existe, qui est plein de subtilité et d'efficacité, et ce serait bien dommage de ne pas l'utiliser. Maintenant, après, c'est à chacun, avec sa conscience, s'il y a des personnes qui sont un peu gênées par ce type d'approche, je respecte cette liberté, mais je trouve que c'est quand même un outil merveilleux. Eh bien, d'accord.